Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce premier dimanche en politique de l'année 2021 que je vous souhaite excellente. Une année qui démarre, comme la précédente, malheureusement, s'était terminée avec l'épidémie de Covid-19. Le début 2021 a été redouté, on le sait, par les scientifiques après la période des fêtes. Alors, 2 semaines après Noël, 1 semaine après le week-end du Nouvel An, les chiffres sont-ils inquiétants en Pays de la Loire, région jusque-là plutôt épargnée? Comment se passe la campagne de vaccination? Quand et où pourrez-vous être vacciné si vous souhaitez l'être? Toutes ces questions, nous allons les poser à mes invités, médecins et représentants de l'Agence régionale de santé. Mais d'abord, quel regard portez-vous sur ce vaccin? Êtes-vous prêt à y avoir recours? Pour le savoir, Maxime Jaglin et Christophe Amoriot se sont rendus chez un médecin généraliste de Vendée pour le rencontrer, lui et ses patients. Alors, allez-y, installez-vous. À chaque consultation désormais, la même question. Vous, de toute façon, vous seriez a priori plutôt favorable pour vous faire vacciner? Oui. Ouais. Claude a 83 ans. Jugée prioritaire, elle est en plein questionnement. Les vaccins, je ne sais pas lequel viendra en Vendée. Si c'est le premier, si le Moderna commence à sortir. Oui, c'est ça, ils en parlent. C'est vous qui le ferez ou ce sera des centres, non? Alors ça, on ne sait pas encore tout à fait. C'est justement en discussion à l'heure actuelle. Après quelques précisions, sa décision est prise. Il y a peut-être moins de risques à se faire vacciner que de ne pas se faire vacciner. Moi, ma grande frayeur en ce moment, c'est d'attraper ce virus. Du côté de son médecin traitant, le discours s'adapte en fonction des profils. Moi, c'est vrai que pour l'instant, je cible plutôt sur la patientèle qui est à risque de faire des formes graves. Après, pour les autres patients, pour le coup, je les laisse décider. Je leur donne les informations qui semblent quand même plutôt rassurantes quant aux effets secondaires. Pourtant, dans la salle d'attente, certains ne sont pas vraiment convaincus. Je ne me sens pas concernée. Je ne suis pas une personne à risque. Donc je ne pense pas aborder le sujet. Donc déjà à la base, je ne suis pas très vaccin. Pour l'instant, je ne pense pas le faire tout de suite, ça c'est sûr. C'est vrai que ça fait toujours un peu peur un vaccin qui sort très vite comme ça. Beaucoup attendent donc d'avoir plus de recul pour enfin se décider. Les avis partagés, on le voit, sur cette vaccination dont il sera largement question dans ce dimanche en politique avec mes deux invités. Bonjour Benoît James. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes directeur de crise Covid à l'ARS, l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Bonjour professeur François Raffi. Bonjour. Vous êtes médecin, vous êtes chef du service des maladies infectieuses au CHU de Nantes. Vous avez été vacciné jeudi. Vous avez d'ailleurs, c'est un moment qui a été immortalisé, comme beaucoup de soignants en France et dans notre région, à travers une photo diffusée par le CHU de Nantes. Tout va bien depuis ? Tout va très bien. Je n'étais pas particulièrement inquiet au vu des données sur le vaccin et je me porte comme un charme. Pas d'effet secondaire en ce qui vous concerne et c'est tant mieux. On reviendra largement sur cette campagne de vaccination qui a démarré en Pays de la Loire cette semaine dans un second temps dans cette émission. Mais d'abord, on va s'intéresser aux chiffres de l'épidémie de Covid-19 dans notre région. On va les regarder de près avec vous, Benoît James, et notamment le taux d'incidence, c'est-à-dire les nouveaux cas positifs sur une semaine pour 100 000 habitants au Pays de la Loire. Ce qu'on constate quand on découvre ces chiffres, c'est qu'ils sont en hausse partout. Oui, en effet, ils sont en hausse partout. Après une légère baisse qu'on avait pu voir juste avant les fêtes, mais qui était liée à un très très fort dépistage au niveau de la population, parce qu'en fait, les gens ont souhaité se dépister de manière préventive avant les fêtes, donc ça a fait baisser notre taux d'incidence. Mais depuis, notamment depuis le début de l'année, on voit que ce taux d'incidence commence à augmenter. Alors certes, c'est pas une hausse brutale, mais la hausse, elle est continue. Donc il faut qu'on reste extrêmement vigilant par rapport à ça. Avec des taux extrêmement différents, on va les revoir d'un département à un autre. Plus 3% dans le Maine-et-Loire, c'est plutôt stable. Plus 18% en Vendée, plus 43%. Et ça, c'est sur 3 jours. En Mayenne. Oui, tout à fait. En Mayenne, on a vu cette augmentation, j'allais dire quasi exponentielle depuis quelques jours. Là aussi, il faut qu'on soit très, très vigilant par rapport à cette situation. On la suit de façon très précise. On voit qu'on a certains territoires du département qui sont plus touchés que d'autres, notamment dans les populations les plus âgées, c'est-à-dire les populations des plus de 65 ans. Est-ce qu'on redoute un scénario comme celui de juillet dernier dans ce département de Mayenne ? Alors, il ne faut pas comparer les deux situations, enfin en tout cas les deux périodes proprement dites, mais voilà, on a cette vigilance particulière et on investigue tous les cas positifs, que ce soit dans ce département ou dans les autres, pour définir s'il y a des clusters ou pas et prendre toutes les mesures nécessaires.
Alors, on va voir aussi le taux de positivité en Pays de la Loire, c'est-à-dire les taux positifs pour 100 personnes. Là aussi, il est en hausse partout. Malgré tout, ce qu'on constate, 4,7%, c'est la moyenne dans notre région, Benoît James. C'est un rebond, mais ça n'est pas une explosion comme on pouvait le redouter après les fêtes. À ce stade, ce n'est pas une explosion parce que nous sommes après tout que 10 jours après, en tout cas les fêtes du Nouvel An, 15 jours un peu plus par rapport aux fêtes de Noël. Et puis la rentrée scolaire n'est arrivée que depuis le début de la semaine. Donc il faut encore attendre un petit peu pour voir vraiment l'impact de ces différents événements au niveau des taux d'incidence et du taux de positivité. Sachant qu'en Pays de la Loire, on reste quand même avec un taux de positivité qui est légèrement inférieur, inférieur même à celui du niveau national. Malgré tout, vous parlez du recul, mais on a déjà 2 semaines de Noël. On aurait déjà un effet visible s'il y avait eu un effet sur le réveillon et le jour de Noël avec les retrouvailles familiales dont on parlait avec crainte à l'époque. Mais je ne pense Visiblement, pas il n'y en a pas pour l'instant. Non, parce que je ne pense pas que en fait, ce soit les fêtes de Noël qui va nous poser problème, parce que, il y a eu tout ce dépistage préventif dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a permis du coup de pouvoir s'isoler quand on était positif, etc. 2, je pense que les gens ont fait extrêmement attention par rapport aux fêtes de Noël, parce qu'ils allaient voir notamment leurs parents qui étaient plus âgés, etc. En revanche, sur le Nouvel An. Sur le Nouvel An, on sait que c'est des fêtes beaucoup plus amicales. Et on n'a pas vu ce dépistage se faire de manière préventive avant les fêtes du jour de l'an. C'est clairement à ce moment-là qu'on craignait le relâchement. Hein. En effet, et donc voilà, c'est pour ça qu'on attend encore quelques jours pour savoir l'impact réel. Pour l'instant, pas encore, mais vous êtes vigilant et vous suivez ça de très près. François Raffi, c'est aussi un cocktail qui est un petit peu propice malheureusement au développement du virus. Actuellement, c'est effectivement le retour en classe, le retour au travail pour certains, les fêtes qui se sont terminées, et puis une période de grand froid. On sait aussi que ça, les virus adorent. Tout à fait. Et puis peut-être aussi la lassitude et l'habitude de la population vis-à-vis de ce virus qui est toujours parmi nous et qui est sournois. Et on voit qu'il ne faut pas grand-chose pour que ça reparte très vite, comme ça a été le cas aux États-Unis, comme ça a été le cas dans le sud de l'Angleterre, comme c'est le cas dans certaines régions de France. Et l'effet qu'on pourrait avoir sur les fêtes ou d'autres événements ne va pas se traduire immédiatement au bout de 8-15 jours parce que c'est un effet boule de neige et qui peut s'amplifier assez rapidement. Peut-être ce qu'on est en train de voir en Mayenne, peut-être ce qu'on pourrait voir dans les autres départements prochainement. Mais il y a quand même un chiffre qui est encourageant, même si c'est un chiffre qui reste bien sûr élevé en valeur absolue, c'est le nombre de personnes en réanimation pour cause de maladie Covid. 62 personnes hospitalisées dans les hôpitaux des Pays de la Loire à ce jour, contre 67 mardi. Ça veut dire, Benoît James, que c'est beaucoup, mais qu'on est très loin encore de la saturation. On gère en réa actuellement. À ce stade, oui. En fait, quand on regarde les chiffres et l'évolution des personnes en réanimation en Pays de la Loire, on a vu qu'on avait atteint un pic mi-novembre, on va dire, de 170 à peu près personnes en réanimation. Une baisse après derrière qui était liée au confinement et les effets du confinement en tant que tel. Mais depuis, on va dire mi-décembre, on voit que cette baisse, elle reste, elle est continue, mais elle est moins forte. Donc voilà, on a cette baisse, on est passé, comme vous l'avez dit, de 67 à 62, ça va peut-être encore diminuer de quelques temps encore, mais maintenant il faut voir aussi l'impact des augmentations du taux d'incidence dont on vient de parler. Dans les jours à venir. Dans les jours à venir, il faut qu'on attende peut-être 10 jours, 15 jours pour voir peut-être un effet sur la réanimation. Je vous repose ma question, 62 personnes en réanimation actuellement dans les hôpitaux des Pays de la Loire, c'était 182 au chiffre le plus inquiétant, c'était le 6 avril lors de la première vague. Il faut le dire quand même, on en est très loin pour l'instant. Nous en sommes très loin. Après, les services de réanimation, les différents services hospitaliers ont mis en œuvre différents protocoles pour pouvoir recevoir s'il y avait des afflux de personnes en service de réanimation. Donc là, actuellement, ils ne sont pas en tension. Maintenant, il faut se rappeler que ça fait plus de 9 mois que nos services de réanimation travaillent jour et nuit à soigner des personnes. Il y a une fatigue du personnel soignant. Donc oui, le chiffre, globalement, n'est pas important, mais il ne faut pas qu'il réaugmente. Et là-dessus, il faut qu'on soit très, très vigilant, il faut qu'on soit en préalerte tout le temps. Et c'est la population, après, derrière, de respecter les gestes barrières aussi. Puisqu'on sait que l'objectif de toute la politique de confinement de couvre-feu, c'est justement d'éviter cette surtension dans les services de réanimation. Pour l'instant, il n'y a pas de déprogrammation dans les hôpitaux des Pays de la Loire ? Non. Très peu. Aucune ? Non.
Il n'y a plus de déprogrammation actuellement. Professeur Raffi, il n'y a pas de saturation dans votre service, par exemple, celui des maladies infectieuses, qui est un des plus impactés? Mon service reste impacté puisque nous avons toujours la moitié du service occupé par des patients Covid, ce qui est quand même important. Nous arrivons quand même à faire le reste de l'activité, mais ça fait une surcharge de travail, comme le dit Benoît James, pour l'ensemble de mon équipe, aussi bien médecins que équipe soignante. Et nous sommes inquiets quand même, parce que même si les chiffres que vous avez donnés sont pour notre région plutôt rassurants, on voit bien que les indicateurs nationaux vont tous dans le même sens d'une légère augmentation et qu'on s'attend tous à une troisième vague. Et ça fait plaisir à personne, ni au pouvoir public, ni aux acteurs économiques, mais voilà, il faut s'y préparer. Parce que pour vous, elle est inéluctable, et notamment avec cette nouvelle donnée catastrophique, c'est le variant britannique. Déjà, une question quand même, Benoît James, il a été détecté sur le territoire des Pays de la Loire? À ce jour, non. On n'a pas eu de cas confirmés liés à ce... Mais c'est inéluctable. Il arrivera un jour. C'est ce que nous pensons, bientôt. Oui. En tout cas, c'est ce qu'on craint fortement. Je reviens à vous, professeur Raffi. Oui. Ce variant, il vous inquiète beaucoup. Quand vous parlez de troisième vague, c'est clairement lié à ce variant? Oui, c'est pas uniquement lié au variant. Il pourrait y avoir une troisième vague sans ce variant, mais si c'est une vague avec ce variant, elle risque d'être beaucoup plus forte du fait de la plus grande contagiosité, de l'ordre de plus 70% de ce variant. Il se transmet plus facilement, probablement également chez les enfants. Donc ça pose des tas de problèmes nouveaux qui avaient été gérés jusqu'à présent. Mais s'il y a un nouveau variant, il faudra peut-être prendre des nouvelles mesures, comme c'était le cas en Angleterre. Là. Et par exemple, des fermetures d'écoles? C'est envisagé? À ce stade, non. Parce qu'en termes de bénéfice-risque, il n'y a pas lieu de fermer les écoles. D'ailleurs, on a pu voir dans le cas du deuxième confinement, les écoles n'étaient pas fermées et on avait réussi à abaisser ce qu'on appelle le R effectif, le taux de reproduction, de manière considérable. Maintenant, il faut voir l'effet de ce variant et de voir si, en effet, mais là, le gouvernement prendra les décisions ad hoc, s'il conviendra de fermer les écoles ou pas. En tout cas, c'est une nouvelle donne qui vous inquiète fortement, vous et l'ensemble de la communauté médicale. Quand on regarde les chiffres de la Covid-19 au niveau européen, au niveau national, au niveau régional, on constate toujours une différence frappante entre l'Est de ces régions ou de ces pays, de ces continents, et l'Ouest à chaque fois, avec des plus forts taux d'incidence en ce qui nous concerne, et une positivité en Sarthe, en Mayenne, en Maine-et-Loire. Comment l'expliquer? Est-ce qu'on sait d'ailleurs l'expliquer? Eh bien non, toujours pas de façon certaine, même s'il y a des pistes pour y répondre. On écoute à ce sujet le docteur Pierre Blaise, il est directeur scientifique crise Covid à l'ARS des Pays de la Loire. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a un premier élément qui est celui qui vient le premier à l'esprit et sur lequel on a un certain nombre d'éléments qui semblent montrer, c'est au moins au niveau français, c'est la température. Donc c'est la météo, des effets météo, et on sait maintenant, on a bien vu que le virus est sensible et se transmet plus facilement avec le froid. On a un deuxième élément possible, c'est peut-être la structure d'âge de la population. On a une population qui est plus jeune dans les métropoles, qui est plus âgée dans les départements sartois et mayennais. Et puis, un autre élément, c'est quand même la proximité des grands centres où l'épidémie a été plus importante, et en particulier la proximité avec la région parisienne, par exemple, pour la Sarthe et la Mayenne, alors que la Vendée se trouve beaucoup plus éloignée. On retrouve le même phénomène probablement en Bretagne, entre Rennes et Brest. On voit bien qu'il y a encore beaucoup de mystères autour de ce Covid-19, de son développement. Pourquoi un endroit, pourquoi pas un autre? Et notamment, il y a toujours des choses qui interrogent dans notre région, Benoît James. C'est le cas de Cholet, avec un taux systématiquement plus élevé dans cette ville et cette agglomération qu'ailleurs dans la région et même dans le département. Est-ce qu'on sait l'expliquer sur ce bassin particulier? C'est vrai qu'on l'a observé quasiment à chaque nouvelle vague. On voyait que le bassin choletais était, entre guillemets, en avance de phase par rapport aux autres territoires. Il n'y a pas d'explication. Enfin, sincèrement, il y a très peu d'explications comme ça à donner. C'est un constat que nous faisons nous aussi. Ça veut dire qu'il y aura des objets d'études sur la Covid-19 pendant des années probablement, à la Certainement. fois localisés, régionaux et même départementaux et municipaux. Et est-ce qu'il y a une inquiétude aussi par rapport aux départements limitrophes? On va voir une carte de France qui montre quand même que globalement à l'ouest, bon, nous sommes plutôt épargnés avec une couleur orange clair. On voit juste un petit point, deux petits points d'ailleurs. C'est au sud de notre région, les Deux-Sèvres, ce département en hauteur, là, en longueur. Et puis un autre, l'Orne, au nord, qui eux ont des chiffres beaucoup plus inquiétants. On sait que le virus, il ne connaît pas de frontières. Est-ce qu'on surveille ce qui se passe ailleurs, tout près de chez nous? Bien sûr. Alors peut-être d'ailleurs que quand vous évoquiez la zone du Choletais,
qui est tout quand même près des proche Deux-Sèvres, des Deux-Sèvres. Il y a absolument. peut-être un impact par rapport à ça. Et sur l'autre l'Orne. département, l'Orne, avec La le Mayenne bassin et la d'Alençon, Sarthe. qui est extrêmement touché, on Mhm. suit ça en effet par rapport au nord du département de la Sarthe. Alors, les annonces de Jean Castex ont évoqué hier notamment les vaccins. On va y venir dans un instant, mais on va quand même s'intéresser au traitement qui est expérimenté au CHU de Nantes aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que les vaccins, il y a aussi un essai clinique qui s'appelle le XAV-19, mené avec le laboratoire nantais Xenotera. Le professeur Raffi, vous êtes à la tête notamment de cet essai clinique. C'est un médicament qui permet d'éviter, lui, que la maladie s'aggrave lorsque les patients sont contaminés. Où en êtes-vous aujourd'hui? Vous allez lancer très bientôt l'extension des tests? Alors, nous avons réalisé entre septembre et décembre la phase initiale pour tester la sécurité et la dose supposée être efficace de ce médicament avec plusieurs essais de doses. Nous avons pu déterminer la dose à utiliser dans ce large essai et nous avons eu plusieurs bonnes nouvelles. C'est que, premièrement, le médicament est bien toléré. Deuxièmement, nous avons obtenu, avec la dose que nous allons utiliser maintenant pour ce large essai, des concentrations chez tous les patients supposés efficaces. Et ensuite, Donc ça marche. Voilà, enfin ça marche. En tout cas, on peut obtenir des concentrations qui devraient bloquer le virus. Des anticorps, en l'occurrence. Des anticorps neutralisants pour bloquer la progression de la maladie chez des patients qui ont une sévérité moyenne. Et ce qui est important de dire, c'est qu'il y a eu un arbitrage au niveau ministériel et de la recherche en France pour prioriser les études cliniques qui devaient être menées en France. Et l'essai Polycor et le XAV-19 fait partie des 15 études qui ont été priorisées et qui ont reçu le label de priorité nationale, ce qui fait que maintenant nous avons beaucoup de collègues qui nous demandent de participer et donc nous allons avoir 40-50 centres en France, donc un gros effort national sur cette étude en particulier. Et là on va pouvoir déployer en fait auprès de 400 patients, c'est ça, voilà, en France. À partir de lundi. À partir de lundi, qui vont pouvoir tester ce médicament. On en reparlera bien sûr puisque c'est aussi l'espoir, même si l'espoir principal bien sûr actuellement, puisque c'est celui qui est le plus avancé malgré tout en termes d'application, c'est le vaccin. La campagne de vaccination a démarré en tout début de semaine en Pays de la Loire. Enfin, diront certains, puisqu'il y avait beaucoup d'impatience. Aujourd'hui, Benoît James, combien de personnes sont vaccinées en Pays de la Loire ? Alors, d'abord, avant de répondre à votre question, je comprends la patience des personnes qui souhaitent se faire vacciner et on voit une accélération de cette campagne de vaccination. Après, il faut rappeler que le vaccin de Pfizer et BioNTech a été autorisé par l'autorité européenne le 21 décembre. La Haute Autorité de Santé en France... Donc vous nous dites qu'on ne pouvait pas faire plus vite. L'a validé le 24 décembre et on commence la campagne de vaccination en Pays de la Loire le 4 janvier. On ne va pas revenir sur la polémique sur ça, puisqu'elle est nationale. Elle n'est pas propre au Pays de la Loire. Aujourd'hui, combien de personnes sont vaccinées? Là, actuellement, on est à un peu plus de 1600 personnes au chiffre de jeudi soir. Jeudi, dans la journée, on était quasiment à 1000 personnes de vaccinées. Et on voit qu'on amplifie, j'allais dire, cette campagne et le nombre de personnes vaccinées. Quel sera le rythme de croisière quand ce sera installé et qu'on aura vraiment pris la mesure logistique de ce déploiement de vaccins? Je ne vais pas donner de chiffres par rapport à ça. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est pas d'atteindre un objectif en tant que tel. Ce qui est important, c'est que les personnes soient convaincues pour aller se faire vacciner. C'est ça le plus important. Enfin, il y a quand même un objectif chiffré. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a dit 1 million de personnes vaccinées d'ici la fin du mois de janvier. Vous avez sûrement une idée de ce que ça peut représenter en Pays de la Loire? 1 million de personnes, parce qu'on prend en compte l'ensemble des personnes qui résident dans les établissements, les EHPAD, les résidences-services, les résidences seniors, plus tous les professionnels de santé de plus de 50 ans, parce que ce sont eux la cible prioritaire actuellement. Donc ça fait 1 million de personnes, voire même un peu plus d'1 million de personnes. En Pays de la Loire, pour l'instant, vous ne savez pas? En Pays de la Loire, si on prend les mêmes chiffres pour Pays de la Loire, je reprends juste ma petite fiche parce que je n'ai pas le chiffre forcément en tête, on arriverait à plus de 80 000 personnes vaccinées à la fin du mois de janvier. Plus de 80 000 personnes qui seraient la cible. D'accord. Pour se faire vacciner. Donc si elles sont d'accord, ça veut dire qu'il y aura les doses ça sera 80 000 personnes qui seront vaccinées. Et oui, il y aura les doses pour que ces personnes-là, si elles le souhaitent, se fassent vacciner. Et puis il y aura... Oui, professeur. Oui, c'est important de dire que maintenant, voilà, la polémique et un certain nombre, dont moi-même, ont manifesté de l'impatience. Maintenant, la dynamique est lancée. Vous n'étiez pas content il y a quelques jours en disant ça va pas assez vite. Il ne faut pas regarder en arrière. La dynamique est lancée. J'en suis très heureux. J'ai fait partie des premiers vaccinés et tant mieux, comme je l'ai dit. Maintenant, nous avons plusieurs centres de vaccination à Nantes, d'autres dans le département également qui se mettent en place. Et donc, à la fois
pour les personnes âgées résidant dans des structures de long séjour, EHPAD et autres, et également pour les professionnels de santé, à la fois au CHU et également Dans les des centres professionnels pour les libéraux. libéraux. Donc tout ça, il y a un dynamisme quand je vois comment ça se passe à l'hôpital entre hier et aujourd'hui. Aujourd'hui déjà, on a dépassé ce matin le nombre de vaccinés hier. Donc vous voyez que ça augmente très très vite. Donc ça part. À partir du 14 janvier, c'est ce qu'a annoncé Jean Castex jeudi soir, il y aura la possibilité pour les personnes de plus de 75 ans qui ne vivent pas en EHPAD de s'inscrire sur un site internet ou sur un numéro de téléphone pour se faire vacciner. Ce sera à partir du 18 janvier. Numéro de téléphone et sites qui ne sont pas encore connus, ce sera à partir de jeudi prochain. Ça veut dire que tout ça, on est prêt en Pays de la Loire pour développer ça à partir de dans une semaine, un lundi dans une semaine. En tout cas, comme l'a souligné le professeur Raffi, on fait tout le travail pour être prêt à ce moment-là. Actuellement, on a 3 centres de vaccination par département qui vont soit sont déjà ouverts, soit vont s'ouvrir en tout début de semaine. Et on va amplifier ce mouvement-là d'ouverture de centres de vaccination pour atteindre 6, 7, 8 centres en fonction de la taille des départements pour pouvoir recevoir et accueillir l'ensemble des personnes qui souhaitent se faire vacciner. Donc vous nous dites, ça y est, c'est parti. Après des débuts un petit peu poussifs qui ont été critiqués, dénoncés par un certain nombre de professionnels, y compris vous, professeur Raffi. Ça y est, on est sur des bons rails, c'est parti. Malgré tout, il y a des maires qui ont exprimé leur mauvaise humeur ou en tout cas leur candidature pour accueillir des centres de vaccination. On va écouter quelques-uns d'entre eux dans la région des Pays de la Loire. À La Baule, le maire est prêt à réserver une salle, des agents et même à acheter un super congélateur. Notre commune est très concernée par la vaccination. 50% de la population a plus de 60 ans. Et pour nous, c'est vraiment une nécessité sur notre territoire d'avoir un centre de vaccination ici à La Baule qui pourrait compléter bien évidemment celui qui sera sans doute installé à Saint-Nazaire au sein de l'hôpital. Ces initiatives des communes se multiplient en réponse au silence du gouvernement. Au Mans, Stéphane Le Foll déplore une mise à l'écart des élus locaux. Ils ne sont pas considérés comme étant des partenaires. Ils sont considérés comme étant au mieux des exécutants de décisions qui sont d'ores et déjà prises. Sauf qu'en faisant ça, on fait prendre du retard à tout le monde. Pour accélérer la vaccination, la présidente de la région propose même de participer au financement des supercongélateurs, indispensables à la conservation des vaccins. Benoît James, est-ce que l'État et donc les ARS vont un peu plus s'appuyer sur les collectivités et sur les maires pour déployer efficacement cette campagne de vaccination ? Bien entendu, et c'est le cas déjà. On remercie d'ailleurs tous les élus qui ont fait preuve et nous ont montré qu'ils étaient prêts à nous aider et à travailler ensemble pour monter ces centres de vaccination. Il y a des contacts qui sont pris avec les uns et avec les autres. Donc c'est en cours, il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ça. Alors, il y en a qui proposent des salles, il y en a même qui proposent de financer des super congélateurs. On a entendu Franck Louvrier, Christelle Morancet, ça c'est possible ? L'idée paraît séduisante comme ça et sincèrement on y a vraiment réfléchi. On a même discuté avec les services du conseil régional à ce sujet-là. Mais il faut avoir en tête qu'un tel congélateur à moins 80 degrés, ça entraîne 2 problématiques particulières. L'un, c'est qu'il faut acheminer quand même les doses de vaccin vers ce supercongélateur. Et actuellement, avec Pfizer, la logistique reste quand même assez complexe. Donc, rajouter des centres, des supercongélateurs pour accueillir ces doses. Donc, c'est pas la meilleure façon d'aider à la campagne de vaccination, de financer. Non, pour nous, non. Et puis en plus, le congélateur, c'est moins 80 degrés. Il faut une certaine technicité pour manipuler les produits de santé à l'intérieur. Et il faut du personnel spécifique derrière. En face. On voit aussi qu'il y a donc une priorisation d'abord sur les personnes en EHPAD, les soignants de plus de 50 ans, bientôt les personnes de plus de 75 ans. La suite, c'est quoi pour d'autres personnes qui ne sont pas forcément à risque, qui ne sont pas dans les tranches d'âge les plus élevées ? Ce sera quoi après les plus de 75 ans ? Qui pourra être vacciné ? Ce sera les plus de 65 ans. Oui. Quand ? On n'a pas encore réellement de délai par rapport à cette population, mais ça va arriver courant février. Courant février. Courant février, certainement. Après, ça va dépendre globalement de la disponibilité des doses de vaccin. On a actuellement le vaccin Pfizer, le vaccin Moderna va arriver très prochainement. Donc on va pouvoir de nouveau amplifier les campagnes de vaccination et donc
pouvoir accueillir d'autres populations spécifiques. Avec pour l'instant les médecins généralistes, on entendait dans le début de notre émission ce médecin qui disait à sa patiente, ce sera probablement pas moi. Le Pfizer, le Moderna sont compliqués à utiliser par des médecins généralistes parce que conservation à -70, à -20. Celui qu'on attend pour être plus simple, c'est l'AstraZeneca qui lui se conserve au réfrigérateur ? Non, mais même le Moderna va pouvoir peut-être, je dis bien peut-être, et ça c'est des réflexions qui sont actuellement en cours, pouvoir être, enfin les médecins, les libéraux vont pouvoir vacciner peut-être directement dans leur cabinet avec ce vaccin-là. Pourquoi ? Parce que certes, c'est une conservation à long terme à -20 degrés, mais en conservation à 2,8 degrés, c'est quand même 30 jours de D'accord, donc stockage. Ils peuvent le conserver dans leur potentiellement, cabinet. Voilà. Et là, ça ouvre un champ des possibles très important ça peut, pour les vaccinations. Ouvrir un champ des possibles très important. Et puis après, il y a les autres vaccins qui vont arriver, le vaccin Janssen, le vaccin CureVac, qui ont des conditions de stockage qui vont être ad hoc par rapport à ça. Alors, le professeur Raffi, quand on préparait cette émission, vous disiez dans votre service, on est submergé d'appels pour savoir quand on peut être vacciné. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas que des sceptiques. Bon, je trouve que c'est une bonne nouvelle à la fois que les élus, que tout le monde maintenant se mobilise et que les personnes deviennent impatientes de se faire vacciner. Je trouve ça une excellente nouvelle pour un infectiologue. Il y a encore des sceptiques quand même. Il n'y a rien de mieux que la prévention en maladie infectieuse, surtout quand on voit les dégâts de cette maladie. Hein. Et donc, je voudrais quand même rassurer les gens et les encourager à nouveau à se préparer à être vaccinés. Alors, il y a des impatients, mais on est obligé de prioriser, parce qu'il y a des patients qui peuvent faire des formes graves, les soignants pour des raisons évidentes, notamment au-delà de 50 ans, mais bientôt, tout le monde va y avoir droit. Et vous dites que c'est le seul moyen de venir à bout de ce foutu virus. C'est votre avis, de toute façon. C'est le seul moyen. Aujourd'hui, on voit bien que depuis 11 mois, on n'y est pas arrivé. Donc que les gens commencent à s'inscrire dès qu'ils vont avoir la possibilité et ils seront ensuite informés quand ça sera leur tour, le plus vite, le mieux, mais ça ne dépend pas uniquement de nous, de l'ARS ou du gouvernement, ça dépend aussi de la demande mondiale de vaccins. Et c'est comme toujours, mais ça va arriver. Avec deux précisions très importantes auprès de vous, infectiologue. La première, c'est qu'on ne sait pas encore si ce vaccin empêche d'être totalement contagieux, même s'il y a des indications plutôt qui rendent optimiste sur ce point-là. Il n'y a pas encore toutes les études consolidées, mais il est fort à parier et probable que le vaccin diminue en tout cas la contagiosité, l'annule peut-être pas, mais diminue la durée ou le risque de contagiosité, et ça, ce qu'on appelle le R0 probablement. Et même s'il y a un R0 faible, s'il est trop faible pour pouvoir continuer les clusters, c'est quand même un effet indirect positif du vaccin probable. Deuxième chose extrêmement importante, c'est que sur les personnes qui ont déjà été vaccinées, il faut le dire, il y a très peu d'effets secondaires graves. Et effectivement, comme vous le savez, il y a une surveillance régulière par toutes les autorités sanitaires, y compris en France. Et aux États-Unis, on vient d'avoir les résultats sur les 2 300 000 premiers vaccinés. Il y a eu simplement 20 réactions allergiques graves qui ont été traitées immédiatement. C'est-à-dire que ces personnes vont bien depuis. Tout à fait. Donc c'est plutôt très encourageant. En tout cas, vous incitez, on le comprend bien l'un et l'autre, à se faire vacciner avec ce calendrier que vous venez donc de nous décrire et cette impatience qui semble monter. Et ce numéro de téléphone et ce site qui seront donc disponibles à partir de jeudi prochain, le 14 janvier. Et en attendant, bien sûr, vous le rappelez aussi, il ne faut pas baisser la garde, continuer à porter le masque et respecter les gestes barrières. Merci beaucoup à l'un et à l'autre d'être venus sur ce plateau pour faire le bilan des chiffres ARS. La semaine prochaine, il sera toujours question du Covid avec Christine Villevoisin qui reviendra sur les conséquences de cette épidémie sur le monde de la culture en Pays de la Loire. Excellente journée.